Ce que vous allez entendre a été gravé sur une trentaine de disques. Ils ont été remis le 16 septembre 2010 aux membres présents de la commission pluridisciplinaire du RSA de Troyes dans l'Aube. C'était un cadeau d'adieu qui convenait mieux qu'un pot de départ à l'heure matinale où la commission siégeait. Quelques amis ont également reçu ce disque et ne comprenaient pas pourquoi son contenu n'avait pas été davantage diffusé. Sous leur amicale insistance, la présente chaîne audio l'offre en partage en cette année 2013. En 2012 a eu lieu en France un changement de gouvernement. Cette diffusion n'a donc pas pour objet de créer une polémique avec les acteurs du passé. Ce qui est passé est passé. Mais elle pourrait peut-être aujourd'hui alimenter la réflexion des nouveaux dirigeants élus par le peuple qui s'est montré désireux d'un changement maintenant. Et peut-être que suite à cette réflexion, le nouveau gouvernement pourrait-il envisager de revoir la copie de son prédécesseur afin que soient respectés les droits de l'enfant. Et puis si rien ne changeait, cela changerait-il quelque chose au grand changement de pensée qui s'annonce et auquel l'humanité se prépare dans son éveil? Tout cela n'est à prendre que comme élucubration pour donner le change, bien entendu. Alors, bonne écoute. Chers collègues de la commission pluridisciplinaire, représentants des élus locaux, des organismes divers, des associations et des attributaires du RSA, mais au-dessus de tous ces rôles sociaux, avant tout, mes frères et sœurs républicains, mes frères et sœurs en humanité, bonjour. Pardonnez-moi vos offenses, comme je pardonne à ceux que j'ai offensés. Tout cela n'est pas grave, nous irons tous au paradis. Permettez-moi de vous citer Abou Nuwas, poète arabo-persan du 8e siècle, pour donner le sens et l'intention de mon message. Mon péché m'est apparu dans son énormité, mais aussitôt, ô mon Seigneur, je l'ai mis côte à côte avec cette clémence qui est tienne. Ta clémence est plus grande. Ce CD est un cadeau, vous en faites ce que vous voulez, c'est à moi de vous remercier de l'avoir accepté et d'avoir commencé à l'écouter. Vous pouvez donc en disposer comme vous l'entendez, par exemple le jeter tout de suite à la corbeille parce que cela ne vous concerne pas, ou en faire un dessous de plat, ou encore l'attacher à une ficelle et en faire un épouvantail à moineaux pour votre jardin. Je ne vous conseille pas d'en faire un miroir, le résultat n'est pas probant. Vous pouvez peut-être aussi prendre le risque de l'écouter en prenant votre temps, plusieurs fois si nécessaire, sans craindre d'être contaminé ni influencé. J'ai fait des pauses musicales pour que le contenu ne soit pas un gros pavé indigeste parce que, comme disaient les paysans de la série Camelot, il y en a gros à dire et à redire. Même si cela peut en étonner quelques-uns, je garde un excellent souvenir et une estime de vous toutes et tous. Vous faites maintenant partie de ma famille et la famille humaine, c'est important. Voici quelques passages de ma lettre du 8 juillet qui motivent ma démission. 3. Le 8 juillet 2010, Madame la Présidente de séance, la réunion prochaine du 16 septembre 2010 sera la dernière à laquelle je participerai. Il ne s'agit pas pour moi de m'opposer à l'institution, ce n'est plus l'heure de ce genre de combat que je laisse aux oppositions politiques ou syndicales. Qu'ont-elles de mieux à offrir ? Il m'était important d'inscrire dans la mémoire collective le sens profond de mes votes systématiques, abstention si pas d'enfants, et contre toute privation de ressources si des enfants dans la famille. Le jour où la vie nous demandera des comptes sur ce que nous avons osé faire au désespéré, il pourra être dit qu'à 3 au moins, une voix a envoyé ce message en référence aux droits de l'enfant que notre pays a reconnu officiellement. Dur lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Les représentants des institutions dans cette assemblée font leur travail au mieux de leur capacité humaine, appliquer en leur âme et conscience la loi. Comme j'ai bien lu et relu les textes que nous avons tous signés en tant que représentants, j'ai trouvé cette brèche que le législateur a laissée à notre conscience humaine. Comprenez-moi bien, je n'émets aucun jugement de valeur sur les votes de chacun, car je sais combien certains représentants institutionnels ont pu parfois se trouver mal à l'aise dans ce qu'ils pensaient devoir être une juste décision.
Dans ces moments privilégiés pouvait se faire la rencontre entre deux mondes, ceux qui sont dans le bocal et ceux qui en sont exclus. L'image du bocal pour évoquer le monde des inclus me convient bien car des deux côtés de la paroi transparente, il y a des formations d'images. Que la face devant laquelle on se trouve soit la convexe ou la concave, dans les deux cas la perception de la réalité humaine est obligatoirement déformée. Le savoir permet le recul hors séance. La solution serait de briser la glace. J'y aspire, et que ce soit dans la joie et le renoncement au drame et à la gravitude pour taquiner une néologicienne. Mais votre monde le veut-il? L'autre monde le veut-il sans violence? J'ose espérer que nos politiques auront la sagesse d'imaginer une autre loi, comme ce projet du revenu d'existence, attribuable à tous, de la naissance à la mort, que l'on ait une activité professionnelle ou non. Madame Boutin, ancienne ministre qui a repris cette idée des jeunes dirigeants d'entreprise pendant sa dernière campagne présidentielle, pourrait développer cette idée dans son rapport de mission sur les conséquences sociales de la mondialisation. Cette nouvelle loi évitera de placer des frères humains en situation de juges et d'exécuteurs d'autres frères humains. Si j'insiste sur l'emploi du mot « frère », c'est que je suis profondément républicain et soucieux de la valeur et du poids des mots. Je n'ai pas d'autre référence que la devise complète de mon pays, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Que la mort qui nous attend si nous ne voulons pas nous ressaisir soit au moins la promesse joyeuse d'une renaissance sur les bases d'une humanité enfin consciente de sa raison d'être ici-bas. Je vous prie, Madame la Présidente, d'agréer l'expression de ma pensée de profonde estime fraternelle. Voilà, ça c'était le 8 juillet 2010, déjà du passé. Merci de vous faire l'auditeur en ce moment de ce qui n'est finalement qu'un testament. C'est l'accomplissement d'un désir et d'une attente légitimée par nos règles du jeu en commission, à savoir exprimer ma pensée de représentant des attributaires du RSA sans être interrompu. Je ne demandais pas à être compris ou approuvé, je ne demandais qu'à ne pas être interrompu. Je suis trop petite pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands. Pendant un an, c'est cette pensée qui a guidé mes interventions. Nous n'avons pas le droit de sacrifier le moindre être, et surtout pas les enfants, car personne ne sait si justement cet être-là n'est pas la réponse à notre attente. Je suis trop petite pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petite pour être malheureux. Le dispositif du RSA a de bonnes choses en soi, le soutien en reconquête d'un destin professionnel et les accompagnements prévus. Mais il y a une pierre d'achoppement dont je pense personne parmi nous n'avait mesuré l'ampleur des conséquences. Notre mission était entre autres de nous prononcer sur des cas de non-respect des règles du jeu imposées aux attributaires du RSA en contrepartie du juste à survivre. Nous ne devions que donner un avis, une indication, au président du Conseil général qui a le seul véritable pouvoir de décision. Notre avis pouvait seulement l'aider à décider de suivre nos recommandations ou non. Beaucoup d'entre nous ont sincèrement pensé qu'il fallait suivre à la lettre les dispositions prévues, à savoir préconiser les réductions de ressources de survie à l'encontre des défaillants. Peut-être pensions-nous qu'il était pédagogique de recommander des sanctions négatives qui s'avèrent être en fait de réelles mises en danger des personnes et de la société. Peut-être pensions-nous qu'il ne s'agirait que d'une sanction une fois de temps en temps. Mais au fil du temps, nous avons eu à traiter chaque mois parfois plus de 10 cas. Quand j'ai commencé à réaliser cela, je me suis senti mal à l'aise sur le seul plan de la cohérence intellectuelle. J'y voyais une contradiction avec nos principes républicains. Et quand j'ai fait des projections à l'échelle nationale, c'est devenu vertigineux. Il est important que nous nous sentions responsables, car, que nous le voulions ou non, nous sommes solidaires les uns des autres sur la planète. Responsables, oui, mais pas coupables. En aucun cas coupables. Pas plus d'ailleurs que ceux qui ont été condamnés par nos recommandations. Dans les textes qui nous ont été remis, il y avait la brèche, sagesse du législateur sans doute, qui donnait à notre République un garde-fou, laissé à notre libre arbitre.
J'ai utilisé cette brèche pour ce que je pensais être la bonne cause humaine, même si certains d'entre vous estimaient que je pouvais être quelquefois franchement de mauvaise foi. Il y a tellement de gens de bonne foi qui luttent pour de si mauvaises causes qu'on peut avoir de la tolérance dans les deux sens. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur? Voici donc les interrogations qui me sont venues et revenues et encore revenues à l'esprit et dont je vous ai fait part. Est-ce lutter contre la pauvreté et l'exclusion telle que le veut le dispositif que de réduire ou suspendre le montant du RSA quand il s'agit de personnes en détresse qui omettent leurs obligations? L'omission de remplir ces obligations est-elle un délit, voire un crime plus odieux qu'un crime de sang, pour qu'il ne mérite même pas de passer par la case justice? Y a-t-il une telle urgence pour l'ordre et la sécurité publique que cela justifie le retrait du permis de manger sur le champ? N'y a-t-il pas contradiction entre cette loi sur le RSA et la Déclaration des droits de l'enfant ratifiée le 7 août 1990 et aussi la Déclaration des droits de l'homme proclamée il y a 62 ans, le 10 décembre 1948? N'y a-t-il pas d'autres ressources, d'autres voies plus sages et plus humaines pour amener les défaillants à remplir de bon gré leurs obligations? Quand je dois donner mon avis sur un cas de réduction du RSA, hormis le profiteur qui aurait une BMW ou une Mercedes neuve sur son parking, suis-je vraiment prêt à conseiller le président du Conseil général de priver une famille de 90 à 270 repas pendant 3 mois, sachant que cela vise à coup sûr des enfants? Un criminel, un violeur d'enfants, un escroc ont droit à leurs 3 repas quotidiens dans leur prison où ils sont logés et blanchis. Pour être logique et cohérent, et surtout pour garantir l'égalité de tous devant la loi de la République, il faudrait emprisonner le défaillant du RSA après un jugement. N'importe quel délinquant a droit à un jugement. Et il faudrait aussi protéger ses enfants, en les confiant à la DAS pour compenser la privation des 270 repas pendant 3 mois, juste le temps de sa peine. Car c'est sur leur reste à survivre, se nourrir, s'habiller, acheter les produits d'hygiène physique et domestique, que s'appliquent ces amputations de ressources vitales. C'est sur le bas de la pyramide de Maslow, sur les besoins physiques de base, que se fait cette lapidation. Je reprends le mot de l'été d'un ministre, il est moins fort que génocide social. Qu'advient-il de ces assistés qui se ficheraient du monde quand on les prive de leurs ultimes ressources? Comment paieront-ils leurs charges, loyers, etc. s'ils veulent quand même manger? Quelles sanctions les organismes et fournisseurs d'énergie et les bailleurs prendront-ils à leur tour pour les inévitables impayés qui s'en suivront? Quand seront-ils concrètement jetés à la rue? Pour que soient bien comprises ces questions qui me hantaient, il me fallait pouvoir vous expliquer ce que c'est que la ressource de survie aléatoire, car je le redis, vous ne pouvez pas le comprendre, aussi grande puisse être la mesure de votre compassion. Ce n'est pas une affaire de connexion neuronale ni de cœur, simplement, il faut être placé dans la situation de ces gens pendant des années parfois, et vivre cette situation au quotidien. Oh, la chose serait peut-être plus cohérente pour moi si une loi claire était votée, comme par exemple « Toute personne en dessous du seuil de pauvreté, que ce soit de son fait ou non, sera éradiquée de notre société. » Cela aurait le mérite d'être en accord avec les intentions et les actes, si telle était l'intention politique. Intellectuellement, je pourrais concevoir que des dirigeants veuillent une solution radicale pour éliminer la pauvreté. Humainement, ou naïvement si vous voulez, je ne peux pas le croire. D'où mon trouble devant cette contradiction. Je ne comprends pas. Que disent les droits de l'enfant dans leurs principes? Principe 4. L'enfant a le droit de pouvoir grandir et de se développer d'une façon saine. Droit à l'alimentation saine, suffisante et équilibrée. Droit au logement, aux loisirs, aux soins médicaux.
Principe 6. C'est un devoir des pouvoirs publics de prendre un soin particulier pour les enfants des familles qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Principe 8. L'enfant doit être en toutes circonstances le premier à recevoir protection. En regard de ces principes, quand la République nous demande d'enlever 90 repas dans le mois, premier degré des représailles, n'y a-t-il pas vraiment là comme un souci sur le seul plan de la cohérence intellectuelle ? Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeune et grand. Bien. Alors parlons de la réalité matérielle, parlons ressources de survie, parlons aussi de diététique ou plus prosaïquement de budget d'alimentation. Prenons l'exemple d'un couple sans enfant attributaire du RSA que je connais. En enlevant l'aide au logement, il reste à vivre à ce couple et donc à percevoir net pour sa survivance 580 €. Sur ces 580 €, il lui faut déduire 250 € de charges, dont une contribution au loyer de l'ordre de 92 €, les assurances diverses, multirisques habitation et autres, l'EDF, le gaz, le téléphone et l'abonnement à Internet quasiment incontournable. Il faut aussi prendre en compte les frais de transport à plein tarif pour l'un des deux, puisque le tarif social à 3 n'est attribué qu'à un seul membre du couple. À noter au passage que le tarif social est passé il y a un an d'un coût de 3 à 5 €, soit une augmentation de 40% pour les plus démunis. Pas de téléphone mobile, leur budget ne leur permet pas ce luxe, pas de journaux, pas de voiture non plus. Reste donc 330 €, c'est-à-dire que chaque personne dispose d'un budget de reste à vivre de 165 € pour 30 jours. Bon, je vous le concède, d'accord, 28 jours seulement en février. Mais il y a quand même les années bissextiles. Le seuil de pauvreté est estimé en France à 942 € par personne et par mois, avec 165 €. Comment pourrait-on qualifier le seuil sur lequel se trouve chacune des personnes de ce ménage ? Si l'un des deux ou les deux sont en quête d'un emploi, quel budget reste disponible pour l'édition de CV, l'achat de timbres et d'enveloppes et pour le déplacement à d'éventuels rendez-vous ? Dans à peu près tous les cas de figure, il reste à un bénéficiaire du RSA à peine 100 € par mois pour se nourrir, soit 3 € par jour pour 3 repas. 3 € par jour pour 3 repas par personne. 1 € par repas pour garder la forme, la santé et le moral. Le corps a besoin de protéines, de glucides et de lipides comme source énergétique. Mais il faut aussi les vitamines, les fibres et les oligo-éléments, ainsi que les minéraux généralement fournis par les fruits et légumes, 5 par jour, 400 grammes par personne. En choisissant un régime mixte, moins riche en protéines animales, donc moins cher, et plus riche en céréales et légumineuses à condition qu'elles soient complètes, il faut en moyenne par jour et par personne 300 grammes de céréales à 2 € le kilo si on alterne pain et céréales en grains, soit 18 € par mois. Si c'est des céréales complètes, c'est plus cher. 40 grammes de légumineuses à 3 € le kilo, 4 € par mois. 75 grammes de pommes de terre à 1 € le kilo, 3 € par mois. 200 grammes de légumes verts à 3 € le kilo, 18 € par mois. 200 grammes de fruits frais à 3 € le kilo, 18 € par mois. 30 grammes de fruits secs et oléagineux riches en oméga 3 à 8 € le kilo, 7 € par mois. 50 grammes de viande à 6 € le kilo, 9 € par mois. 50 grammes de poisson à 6 € le kilo, 9 € par mois. 250 grammes de lait ou yaourt à 70 centimes le kilo, 4 € par mois. 40 grammes de fromage affiné à 6 € le kilo, 7 € par mois. 20 grammes d'œufs à 2 € le kilo, 1 € par mois. 10 grammes de beurre à 4 € le kilo, 1 € par mois. 25 grammes d'huile à 4 € le kilo, moyenne entre l'olive et le tournesol, 3 € par mois. 20 grammes de sucre à 2 € le kilo, 1 € par mois. En rajoutant le café ou le thé, le chocolat en poudre pour les enfants, le vinaigre, sel, poivre et autres condiments, on atteint un budget de plus de 110 € par mois par personne, soit pour un couple, 220 € par mois au bas mot, puisque vous l'avez remarqué, les rations sont calculées juste. Pas de place pour les petits à côté, confiseries, desserts, boissons diverses, etc. Restent ensuite les produits d'hygiène corporelle et domestique et la petite pharmacie. N'oublions pas l'habillement et les chaussures pour les démarches administratives, et s'il reste un surplus, les loisirs et la culture, bien évidemment. N'en parlons pas vacances, il ne faut pas exagérer non plus. Statistiquement, lors de nos examens des situations, nous voyons autour de 40% de personnes au RSA qui sont aux prises avec des problèmes de santé. Est-ce étonnant ? Cela ne revient-il pas au final beaucoup plus cher à la société que d'envisager une autre manière de penser ?
Mommy, get away. Get a good job with more pay and you're okay. Quand on décide de sanctionner une personne dans la détresse financière et qu'on lui enlève 100 € par mois pendant 3 mois, on ne la prive pas de cinéma. On lui enlève 90 repas chaque mois. Dans une famille avec des enfants, qui ne mangera pas? Nous avons parfois donc jusqu'à une dizaine de suspensions dans un mois sur un secteur d'environ 60 000 habitants. Je compte 60 000 même s'il y a moins d'habitants en réalité sur le secteur, c'est pour simplifier le calcul. Je vais faire une estimation à la forte baisse en calculant avec seulement 5 réductions de ressources recommandées chaque mois. Pour faire une projection nationale, il faut multiplier ces chiffres par 1000, qui est le rapport 60 millions d'habitants sur la France entière divisé par les 60 000 habitants sur notre circonscription. Nous avons donc une estimation de 5 000 réductions de ressources par mois au bas mot sur le plan national, 50 000 par an. Cela fait 5 000 multiplié par 90 égale 450 000 repas supprimés par mois. Et sur une année, allez, je ne vous la fais pas à 12, je ne vous la fais pas à 11, je vous la laisse à 10 mois. Cela nous fait 4 500 000 repas amputés par an. Comment les associations caritatives peuvent-elles encore fournir si elles n'ont pas la recette de la multiplication des petits pains? Une fois encore, les calculs sont à la baisse quand on considère que les sanctions sont certains mois de l'ordre de 10. Quand bien même il n'y aurait qu'une seule sanction sur notre circonscription, cela ferait 900 000 repas supprimés en France chaque année. Mais une seule sanction, c'est déjà une de trop. Et pourquoi? Pour éduquer des gens qui, après des années de précarité et d'exclusion, sont à ce point déconnectés des réalités sociales et administratives qu'ils en oublient d'aller à des rendez-vous, soit parce que ces personnes sont malades, soit parce qu'elles ne font plus attention à leur courrier. On les punit comme si elles étaient de sales gosses capricieux, des enfants trop gâtés. Et des dizaines de milliers de gens viennent rejoindre à leur tour les listes du RSA une fois arrivés en fin de droit. Ils ont pourtant été d'excellents professionnels, eux aussi, des gens sérieux et responsables, qui connaissaient leur métier et qui le faisaient bien, mais qui l'ont perdu. À ces nouveaux venus, professionnels sur la touche, un jour d'oubli, de désespérance ou d'abandon, on lancera le même message: tu n'as pas été sage, file dans ta chambre, tu seras privé de repas. Si on compte 2 enfants en moyenne par famille, encore une estimation à la baisse, c'est chaque année en France en moyenne 5 réductions multipliées par 2 enfants multipliées par le facteur 1000 multiplié par 10 mois égale 100 000 enfants qui sont visés. 100 000 enfants, c'est l'équivalent de 2 fois une ville comme Troyes. Si on compte en argent récupéré en cette hypothèse basse, c'est 100 € par mois multiplié par 5 000 pour la France entière, soit un retour de 500 000 € par mois. Autrement dit, sur une année, allez, je vous la fais encore à 10 mois, c'est 5 millions d'euros de non versés, donc de récupérés. Quand on dit bénéficiaire du RSA, qui est le bénéficiaire? En vérité, cela pourrait dépasser ce chiffre. Il faudrait pour cela connaître les bilans d'activité de toutes les commissions sur toute la métropole et l'outre-mer. Ce n'est pas ma préoccupation, ce n'est pas ma mission. Mais soyons réservés, comme le disait Éric Satie, bien que nos renseignements soient faux, nous ne les garantissons pas. Il n'y a pas de petit profit, c'est vrai, et comme le dit un cynique humoriste mort dans un accident de moto, il vaut mieux prendre l'argent aux pauvres parce qu'ils sont plus nombreux que les riches. Pourquoi pas? Je suis assez large d'esprit pour comprendre que cela puisse être une façon de penser sérieuse pour quelques-uns. Mais est-ce vraiment une économie pour l'État quand on pense aux dépenses de santé et de maintien de l'ordre qui font suite logique à cette pédagogie? Petit Frédéric, tu peux sur cette musique faire danser sans y penser le cœur du monde entier. Étions-nous conscients de l'œuvre à laquelle nous participons quand nous avons siégé pour la première fois dans ces commissions pluridisciplinaires? Non, en ce qui me concerne. Je l'ai découvert au fur et à mesure des sanctions prises mois après mois. Pouvions-nous siéger sans problème de conscience intellectuelle? Je peux accepter que c'est peut-être le cas,
car nous ne pouvons pas avoir le même point de vue du fait de la différence de nos positions et de nos missions. Si nous sommes pour certains d'entre nous chrétiens, pardon pour les autres, athées ou croyants d'autres religions ou adeptes de diverses écoles spirituelles, cela n'enlève rien à leur humanisme, comment pouvons-nous décider sans conflit intérieur de qui a le droit de se nourrir, de qui mérite de vivre? Avons-nous oublié les paroles de l'Évangile si nous avons été éduqués dans l'enseignement du Christ? Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. S'il faut rendre à César ce qui appartient à César, soit. Mais acceptons-nous réellement sans état d'âme que César parfois détourne le bien de Dieu en reprenant ce qu'il donne? Le bien de Dieu, cela a-t-il encore du sens pour nous? Le bien de Dieu, de ce Dieu christique d'amour inconditionnel et incommensurable, son bien le plus précieux, n'est-il pas les enfants? Ne nous l'a-t-il pas été évoqué dans les évangiles? Ne serait-ce que des mots sans signification pour nous? Oui, la société est violente, oui, l'insécurité est permanente, c'est peut-être subjectif ou égocentré, mais c'est bien ce que ressentent ces laissés pour compte, chrétiens ou pas. Et que penser des conséquences psychologiques au-delà des privations nutritionnelles infligées à la seule viande des personnes encore vivantes? Je ne parle pas de la gestion de la viande après la mort physique pour des gens sans ressources incapables de payer des funérailles minimales. L'approche de ce problème n'est pas prévue dans le dispositif. Mais le problème se posera un jour avec acuité. Il y a en France près de 10 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, RSA ou pas. Dans quel climat évoluent les enfants dont les parents sont sanctionnés dans leur droit à la seule survivance, non pas leur droit à la vie, mais leur droit à la survivance simplement? Quels schémas sociaux ces enfants reproduiront-ils quand ils seront adultes? Ne leur aura-t-on donné que le choix d'être nos torche-culs ou nos bourreaux quand nous serons bien vieux le soir à la chandelle, frissonnant et murmurant « La vie nous célébrait du temps qu'elle était belle » Qu'ont-ils fait ces enfants? Les enfants sont-ils responsables des actes et de la situation de leurs parents? Les enfants ne naissent pas mauvais. C'est le traitement qu'ils subissent qui les transforme. Comprenez-moi bien, je ne juge pas, je ne condamne pas, c'est moi-même que je provoque, pas vous. Je m'interroge sur mon malaise d'être humain car je ne comprends pas, et je vous en fais part une dernière fois. Je ne comprends pas le dispositif de loi qui me semble en contradiction avec nos principes fondamentaux et qui oppose sempiternellement la formule « Les bénéficiaires du RSA ont des droits, mais ils ont aussi des obligations ». L'État, notre République, a d'abord des obligations. Elle a ensuite le droit d'obéir à ses propres principes. Je ne sais pas si la loi qui amène à sacrifier des enfants en retirant des repas à leur famille est anticonstitutionnelle. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, efficace dans le court comme dans le long terme. Je ne sais pas. La solidarité est un fait de la vie, une loi de l'univers, que nous le voulions ou non. La vie nous demande aujourd'hui d'être pleinement conscients de notre solidarité pour la survie de notre espèce. Que l'on soit dans le bocal ou à l'extérieur, nous avons des réponses positives à donner. Nous sommes tous les pièces d'un puzzle vivant, et si l'on dérange une pièce en l'amoindrissant, c'est tout le puzzle qui va de travers. Je garde en esprit cette phrase d'un poète haïtien, René de Pestre, elle m'aide à cheminer dans les heures sombres. Pour qu'avant que la nuit n'engloutisse le monde, tu fasses voir ta petite lampe. De l'avant, donc, va. Je pars parce que je veux cultiver la joie de vivre pour le temps qu'il reste à vivre sur cette planète. La joie de vivre, c'est aussi une façon de faire briller sa lampe tempête, et c'est peut-être la meilleure. Même si mes interventions en commission ont pu faire de moi, à la longue, un collègue antipathique à force de vouloir être entendu sans être interrompu, je demeure convaincu qu'une fois débarrassés des peurs qui en vérité ne sont pas les nôtres, nous oserons devenir pleinement ce que nous sommes. Je vous considère comme les êtres de bien que vous êtes, et c'est pour cela que j'ai pu tenir ce cycle d'1 an parmi vous, malgré un dilemme permanent.
Je vous ai demandé de m'aider à comprendre ces sanctions que je ne comprenais pas, mais je n'ai pas eu de réponse qui ait pu calmer mon trouble. Je suis peut-être obtus, hypothèse acceptable, somme toute, je ne serai pas le seul. Et, vu sous un certain angle, si tous les obtus du monde vous laissent donner la main, la crise mondiale serait-elle moins aiguë? Frères et sœurs républicains et humains avant tout, je vous aime en dépit des apparences. Voilà, c'était le testament d'un membre de la commission pluridisciplinaire dans le cadre du dispositif RSA. C'est tout, rien que cela, et je suis bien conscient que cet aspect social n'intéresse pas les médias, ni les intellectuels, ni les politiciens, ni les syndicalistes, car ils auraient déjà agi pour que change le monde, tous ensemble, mais vraiment tous ensemble cette fois. Et si vous n'êtes vraiment pas enclin à partager mon point de vue, saurez-vous, si cela s'avérait nécessaire, saurez-vous être le Voltaire qui me soutiendra, celui à qui l'on prête en substance ces mots « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. » Je vous souhaite une provision inépuisable d'huile pour alimenter vos petites lampes. Et je laisse enfin François Villon conclure ainsi « Frères humains, prions Dieu que tous nous veuillent absoudre. » J'ai dit. Fait à Troyes le 14 septembre 2010, Marc Françoise.